Et bienvenue dans notre débat de ce soir, évidemment entièrement consacré à ce vote historique. Depuis ce matin, les Britanniques sont appelés à se rendre aux urnes pour un référendum inédit à la question « Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou la quitter ?» Les électeurs doivent choisir, déposer l'un des deux bulletins préparés pour l'occasion, Remain, rester ou Leave, partir. Quelle sera l'issue de ce scrutin que toute l'Europe suit scrupuleusement? Les premières tendances sont attendues dans la nuit. Que signifierait en cas de Brexit un départ de nos voisins anglais? Les scénarios catastrophes dévoilés ces dernières semaines risquent-ils de se produire? L'Europe est-elle ce soir, oui ou non, réellement en danger? On va tenter de répondre à ces nombreuses questions avec mes invités du soir. Patrick Martin-Genier, bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris en droit public européen, spécialiste des questions européennes. À vos côtés, Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Eurodéputé, vice-président du MoDem, vice-président de la commission marché intérieur et protection des consommateurs. Merci d'avoir fait le déplacement. En face de vous, Jacques Nikonov, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, président du Parti de la démondialisation, candidat à la présidentielle française. À vos côtés, Laurent Varlouzet, historien de la construction européenne, maître de conférences en histoire à l'Université d'Artois à Arras. Merci à tous les quatre d'avoir fait le déplacement pour commenter donc ce référendum, ce scrutin historique qui se poursuit. Les bureaux de vote fermeront à 22h, heure locale. Les Britanniques vont donc devoir d'ici là trancher. Les premières tendances ne seront pas connues avant la nuit, la nuit qui s'annonce longue, très longue même pour l'Europe qui risque de vivre une nuit blanche. Patrick Martin-Genier, les derniers sondages publiés avant le début du vote évidemment, puisque ceux qui tombent entre-temps, on ne les commente pas. Ils donnaient les deux camps au coude à coude. Le résultat de cette consultation, il s'annonce extrêmement serré. C'est le signe de quoi, selon vous ? Il est serré parce que ce débat a donné lieu à un vrai déchirement dans la société britannique. Je regardais l'autre jour le débat sur la BBC en direct avec M. Boris Johnson, Sadiq Khan et les autres représentants des syndicats et des partis politiques. Et il y a un véritable déchirement de la société britannique. Je pense que l'historien y reviendra tout à l'heure. L'Europe n'a jamais été vraiment aimée par les Britanniques. Et donc, il n'y a réellement pas eu beaucoup d'adhésion. Donc, finalement, on voit qu'il y a une sorte de césure entre les personnes qui sont plutôt âgées, qui sont très sceptiques vis-à-vis de l'Union européenne, et les jeunes qui se sont récemment inscrits de façon importante sur les listes électorales pour essayer de faire basculer le scrutin. Et à la veille de ce scrutin, on avait effectivement des camps qui étaient à quasi-égalité, mais avec une incertitude sur les indécis qui oscillaient entre 9 et 16% des électeurs, ce qui va faire la différence ce soir. Je m'adresse à l'eurodéputé présent sur ce plateau. Robert Rochefort, comment est-ce que vous vivez l'instant présent ? Je crois que c'est un moment important. Je vais mettre, non pas un bémol, mais un élément de complément à ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui m'a frappé dans la campagne britannique, et j'ai fait un débat en particulier avec des députés, des collègues à moi, qui sont de l'UKIP, c'est-à-dire le parti de M. Farage, qui est le parti vraiment qui est pour le Brexit. Ce qui m'a frappé, c'est l'agressivité, la tension à l'intérieur de la société britannique. Et c'est pour ça que je dis que je crois que, comme souvent dans la vie, il y a des débats qui en cachent d'autres. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Europe n'est pas en crise. L'Europe est en crise. Mais ce référendum n'était pas uniquement sur la question de l'Europe. Nous savons tous que M. Cameron a fait ce référendum pour se sortir d'une situation très compliquée du point de vue politique dans son propre parti, qu'il y a une rivalité, que les choses sont très compliquées, que la société britannique, d'ailleurs, quand on va regarder tous les sondages, nous montrent bien que la société britannique, comme beaucoup de sociétés, comme la société française, est une société fracturée, que les endroits où il y a des bastions ouvriers qui sont totalement en perte de vitesse sont pour le Brexit. Autrement dit, il y a une crise de l'Europe, mais il y a aussi une crise de la société britannique. Et une violence que moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est habituel, l'historien nous le dira, que les Anglais soient aussi violents les uns vis-à-vis des autres. Je ne parle pas vis-à-vis de l'Europe uniquement, mais c'est vraiment une campagne qui ne s'est pas faite dans la sérénité et qui s'est fait au niveau du caniveau. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Alors, on lui donne la parole à l'historien Laurent Varlouzet. Vous êtes d'accord avec ça, cette extrême violence pendant la campagne, on l'a vu parfois, au-delà du meurtre de Joe Cox, rappelons-le, il y a une semaine à peine. Un clivage également au sein de la société britannique. Tout à fait, mais je pense qu'à partir du moment où on pose une question comme ça, oui-non, au cours d'un référendum, ça crée forcément des clivages, des tensions assez fortes. D'ailleurs, les Britanniques ne sont pas forcément habitués
au référendum. C'est aussi pour ça que beaucoup de pays s'en méfient. Et donc, ça crée, je dirais, automatiquement des tensions assez fortes. Il y a déjà eu un premier référendum en 1975. Les Britanniques venaient de rentrer. Ils ont tout de suite cherché à renégocier les conditions de leur entrée dans ce qui était la CE à l'époque. Ils ont dit oui à l'époque, mais ça avait déjà créé beaucoup de débats, notamment au sein du Labour. Là, maintenant, ce sont des frictions au sein du Parti conservateur qui sont à l'origine de ce référendum, et forcément, ça entretient les frictions et ça les creuse. Jacques Nikonov, vous êtes favorable à ce Brexit. Est-ce que vous y croyez vraiment ce soir ? Oui, c'est pas tellement la question. On verra ce que les électeurs britanniques décideront. Mais je crois, d'abord, une petite précision, nous ne parlons pas de l'Europe. Nous parlons de l'Union européenne, et je pense qu'il faut faire la distinction, parce que les Britanniques, bien qu'il y ait une certaine dérive des continents, les Britanniques ne vont pas quitter l'Europe. L'Europe, c'est de la géographie. Nous parlons de l'Union européenne, qui est un système politique. Et l'enjeu, c'est donc de savoir si les Britanniques vont sortir de ce système politique particulier qu'est l'Union européenne, pas de l'Europe. Alors, moi, je crois que l'enjeu de ce scrutin, c'est l'espoir que va donner la possibilité qu'un premier pays sorte de l'Union européenne. Pourquoi je dis un espoir ? Parce que le système de l'Union européenne, il faut bien le comprendre, est un système qui verrouille les politiques néolibérales, c'est-à-dire son but, c'est de maintenir, en supprimant la souveraineté des nations, d'imposer des politiques d'inspiration néolibérale. C'est le contenu des traités européens. Et donc, le premier pays qui va sortir de ce système met le pied dans la porte et, espérons-le, va créer l'espoir que les nations retrouvent leur liberté. Si les Britanniques redeviennent libres, c'est formidable. C'est un appel d'air pour tous les peuples européens pour qu'ils redeviennent libres. Libres pour quoi faire ? Bien, libres pour s'émanciper des politiques néolibérales. C'est quoi les politiques néolibérales ? Ce sont des politiques structurellement favorables aux ultra-riches, défavorables aux pauvres. Regardez l'état calamiteux de l'Union européenne et particulièrement de la zone euro. Chômage, précarité, montée de l'extrême droite. Enfin, c'est catastrophique. Il faut bien en sortir. La cause, c'est ce système qui verrouille ce genre de politique néolibérale. Il faut en sortir. Les Britanniques sont sur la bonne voie. Alors, votre voix est assez rare en France. On a eu du mal à vous trouver. Je vois tout le monde qui a envie de mettre tout le monde sur Cilicie. Il faudra donner la moitié du temps de parole parce que... Ce soir, je ne sais pas s'il faut faire un débat de campagne électorale. Non, la campagne est terminée, on est d'accord. On débat de ce qu'on veut, monsieur. Oui. Ceux qui interviennent sur les sujets qu'ils souhaitent. Ça, vous ne pouvez pas encadrer le débat. On a déjà suffisamment de l'Union européenne pour encadrer votre plaidoyer ne s'adresse pas pour l'instant aux électeurs britanniques. Et les électeurs français... Monsieur, je réponds à une question comme je l'entends. Non, mais je ne suis pas en train de vous agresser. Non, mais vous contestez la façon, les sujets sur lesquels j'interviens. Alors, Robert Rochefort. Donc, je réponds... Non, attendez. Il est clair que nous devons... Moi, je pense que c'est le Remain qui va gagner. J'ai pas le secret, hein, mais c'est mon feeling. C'est comme ça que je sens les choses. Bon. Donc, vous me permettrez de ne pas me mettre, comme le sont beaucoup de vos collègues, de vos confrères depuis 2 jours, simplement à regarder ce qui se passe au niveau du Brexit comme si c'était une certitude. Il est incontestable... Le tout, il a quand même quelque peu changé ces derniers jours. Oui, mais il est incontestable que quel que soit le résultat, il faudra changer l'Europe. Je dis l'Europe, on pourrait dire l'Union européenne, il faudra la changer. Il faudra la rendre plus humaine, il faudra la rendre plus efficace, il faudra qu'elle ne se disperse pas sur la définition de la taille des trous du gruyère, mais qu'elle se confronte aux vrais problèmes. Néanmoins, y a-t-il une solution en dehors de l'Union européenne ? Et c'est là où, évidemment, je diverge complètement. La réponse est non. Quel est le problème ? Les Anglais, pourquoi pensent-ils pouvoir sortir de l'Union européenne ? Parce qu'ils pensent qu'ils sont encore un peuple suffisamment important pour avoir, à l'échelle du monde, et en particulier du monde des décennies à venir, une force qui restera intacte. Ils se trompent, parce que même le Royaume-Uni, même la Grande-Bretagne, va être trop petit par rapport aux défis de demain. Dans 20 ans, dans 30 ans,
la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays continents qui émergent. Moi, j'étais en Grèce il y a 2 semaines. Quelle est la différence entre la Grèce et la Grande-Bretagne? La Grèce, Dieu sait si on lui a fait subir un sort qui n'est pas très enviable. Les Grecs n'ont absolument pas voulu sortir de l'Union européenne, tout simplement parce que les Grecs savent que eux, en tout cas, ils sont pas de la taille. Ils sont pas de la taille de la Grande-Bretagne, et donc eux, ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc les Anglais se trompent s'ils pensent qu'ils peuvent seuls faire face aux défis de l'avenir. C'est à l'Europe qu'ils doivent leur situation aujourd'hui, les Britanniques. Je crois sans l'Europe oui, enfin, les Britanniques, c'est un grand pays, mais il y a une sorte d'illusion d'être complètement indépendant. Ce qui m'a frappé dans ce débat sur la BBC, c'est d'entendre certains responsables politiques dire « I want to take control, we must take back control ». Take back control, c'est-à-dire on va être complètement maître de notre destin en sortant de l'Union européenne, alors que la Grande-Bretagne réalise entre 50 et 55% de son commerce avec l'Union européenne, donc c'est complètement illusoire. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que disait monsieur, une politique néolibérale, on peut dire qu'il y a une inspiration économique libérale à la base des traités européens, mais corrigée par un certain nombre de mécanismes de solidarité vis-à-vis des peuples. Vous surprenez beaucoup. Oui, je vous surprends certainement, mais lorsque vous allez voir des élus locaux, on va vous expliquer qu'on a des crédits de l'Union européenne pour le développement des villes dans les quartiers en difficulté, on a des crédits pour la politique agricole commune, même si celle-ci a été en crise, et enfin des crédits pour l'environnement, et les jeunes qui étudient, Erasmus, donc il y a beaucoup d'argent qui reviennent et qui font jouer un mécanisme de solidarité. Et c'est en cela que les jeunes veulent rester massivement dans l'Union européenne. Et puisque nous parlons des Anglais, on parlait des électeurs, je voudrais quand même mentionner le fait qu'effectivement, à Londres, on est massivement pour l'Union européenne. Je voulais mentionner l'Écosse, quand même, les Écossais. 4 millions d'électeurs, c'est quand même pas négligeable. Ils veulent absolument rester dans l'Union européenne. Et les Irlandais du Nord, qui ne veulent pas qu'on rétablisse des frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Alors, sur l'Europe néolibérale, le paradoxe qui n'a pas été soulevé par mon voisin, c'est qu'en fait, beaucoup d'Anglais veulent sortir de l'Union européenne pour mener une politique plus néolibérale parce qu'ils la trouvent trop sociale. Ils attaquent en particulier la directive qui limite le temps de travail à 48 heures par semaine. Ils trouvent qu'on a donné trop d'aide à la Grèce. Donc pour certains Britanniques, l'Europe est trop sociale, en fait, trop française, trop influencée par les pays méditerranéens. C'est pas la vision que les Français ont forcément des Britanniques. Certains Britanniques. La Working Time Directive, c'est la directive sur le temps de travail qui limite le temps de travail à quand même à 48 heures par semaine. Ça fait l'objet d'attaques incessantes dans la presse britannique, parce qu'on considère que c'est trop social. Je voulais mentionner, excusez-moi, oui, le fait que je veux bien répondre à l'interrogation de mon voisin. Vous n'avez pas tort, parce que c'est le paradoxe de ce scrutin. L'enjeu, finalement, pour le Royaume-Uni, c'est entre sortir de l'Union européenne pour mener des politiques néolibérales, tout en étant indépendant, ou rester dans l'Union européenne en étant coincé pour mener des politiques néolibérales. Mais ça, c'est un effet de conjoncture. Il faut regarder la structure. L'effet de conjoncture, pourquoi ? Parce que dans l'état actuel du rapport des forces politiques au Royaume-Uni, il n'y a pas de force alternative puissante anti-néolibérale. Et donc, ceux qui sont pour l'indépendance du Royaume-Uni sont tout à fait dans la ligne politique néolibérale. Mais la différence, et pourquoi je suis malgré tout pour le Brexit, c'est que ça crée la possibilité d'une alternative politique à un moment donné. Alors que nous avons la certitude qu'en restant dans l'Union européenne, cette possibilité est interdite. Et donc, j'en profite pour dire à monsieur en face, vous dites à juste titre que les élus, parfois, ont des subventions venant de l'Union européenne. Tout à fait exact. Mais pour être complet, il faudrait ajouter que la France est contributeur net de plusieurs milliards d'euros. Ce qui fait que ce que nous envoyons à Bruxelles revient en partie, mais c'est avec notre argent. Ça n'est pas avec l'argent de Bruxelles. Donc, ne laissez pas l'illusion que c'est de l'argent qui vient de Bruxelles. C'est de l'argent qui a fait Robert Rochefort. Par le ça, il faut absolument tuer cet argument parce qu'il est totalement faux. Et là, c'est l'économiste qui va vous dire pourquoi c'est faux. Évidemment, tous les grands pays, que ce soit l'Allemagne, ou que ce soit l'Angleterre, ou que ce soit la France, versent plus qu'ils reçoivent quand on regarde les choses d'un point de vue comptable dans une année donnée. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne est des 3 pays, le pays qui paye en net le moins. C'est-à-dire c'est celui pour lequel le déficit est à peu près de 8 milliards sur les 17 milliards que l'on voit. Et il est vrai que les pays qui sont rentrés récemment
reçoivent de l'argent. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Ce qui prouve bien d'ailleurs que l'Europe est fondée sur un principe de solidarité. L'Espagne, le Portugal en ont bénéficié lorsqu'ils sont rentrés, et maintenant la Roumanie, la Bulgarie et d'autres en bénéficient. Mais là où ce serait tout à fait erroné, c'est de penser que la France, comme l'Allemagne ou comme la Grande-Bretagne, n'en bénéficie pas également, parce que ça crée des marchés. Ça crée des marchés dans ces pays-là, et en faisant un marché qui est un marché qu'on appelait dans le temps le marché commun, et qu'on appelle maintenant le marché unique, ça crée des débouchés commerciaux extraordinaires. C'est-à-dire que nous sommes tous bénéficiaires du développement des pays qui sont plus pauvres que nous aidons à se développer et auxquels ensuite nous vendons des produits, nous arrivons à avoir un marché ensemble. Nous sommes, avec 500 millions d'Européens, le premier marché intégré du monde avec ce niveau-là de revenus. Et d'ailleurs, vous verrez, moi je prends l'engagement tout de suite devant vous, si la Grande-Bretagne sort, parce que vote le Brexit, vous verrez que c'est le chômage qui va augmenter en Grande-Bretagne. Vous verrez Non, la London School of Economics, ce sont des gens sérieux. L'OCDE, ce sont des gens sérieux. Et aujourd'hui, les estimations sont entre 1,5 à 3% de baisse du PIB, de perte en point de PIB dans les quelques années qui viennent, et jusqu'à 5% en région de 5 ans. Les plaisanteries. Pas de plaisanterie. Écoutez, vous participez à cette campagne de peur que les oligarques européens... Ça, c'est vrai que pendant la campagne, il y a eu quand même une campagne assez anxiogène qui a été menée comme dans l'autre d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de fausses idées qui ont été véhiculées. Ont tous combattu, par exemple, dans toute l'Union européenne. Au Royaume-Uni, c'est un peu différent parce qu'il y a M. Murdoch. Je parle des deux camps politiques britanniques. Chacun a véhiculé de fausses idées. Mais si vous voulez, on voit, c'est la même chose qui s'est passée en 2005 quand il y a eu le référendum en France sur le traité constitutionnel européen. Tous les médias, tous, ont lutté, ont combattu pour le oui. Et d'ailleurs, c'est le non qui a gagné, tant mieux. C'est la preuve d'ailleurs qu'ils ne font pas la loi. On retrouve aujourd'hui le même comportement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je parle. Monsieur Fabius n'est pas un média. Oui, mais je parle des grands médias. Le monde diplomatique n'est pas un grand média. Oui, c'est lu à 250 000 exemplaires. C'est pas beaucoup. Alors non, je pense que on a assisté, et c'est ça que je pense qui doit interroger les gens, parce que de quel droit peut-on nier aux Britanniques la volonté, la possibilité, l'interrogation de sortir ou non de l'Union européenne? De quel droit se mêle-t-on les affaires des cette première partie, je voudrais dire, moi, insister un peu sur la dimension sociale du débat. Nous avions des leaders politiques, on a vu le maire de Londres, M. Boris Johnson, mais l'autre jour, au débat de la BBC, il y avait également l'équivalent de la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, enfin la Confédération britannique des syndicats, qui disait que si on sortait de l'Union européenne, ce serait la voie ouverte à une libéralisation encore plus complète du marché du travail. Non, mais c'est pas de faux syndicats, c'est quand même un syndicat très fort, et que donc le mot de la fin, c'est qu'en réglementant au niveau européen, on peut protéger les travailleurs de la Grande-Bretagne, et cela n'est pas contesté. C'est pour ça que les travaillistes soutiennent également le maintien dans l'Union européenne. La Commission européenne. Comment voulez-vous qu'ils mordent la main qui les nourrit? Voilà, on reste sur cette question qui est posée. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce débat.